Et si je vous embarquais jusqu'aux étoiles, en tout cas, c'est le projet que nous fait cet ouvrage d'Yves Stalloni, Jusqu'aux étoiles, l'épopée tragique du Dixmude et de son commandant. On va voir que finalement, cette épopée, c'est une épopée qui a un vrai rapport et un vrai lien très très fort avec notre département et principalement l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce? On va voir que ce ballon dirigeable, justement, qui s'est, si ma mémoire est bonne, qui s'est craché, je sais pas, écrasé, je sais pas le mot qu'il va falloir employer. En tout cas, celui qui va me permettre d'employer le bon, en tout cas en 1923, il s'est donc craché, écrasé. Celui qui va me permettre d'employer le bon mot, c'est son auteur, Yves Stalloni, qui est avec nous, en direct avec nous en visio. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. J'emploie le mot craché, écrasé. Quel est le mot qui peut être le plus adapté? En fait, il a plutôt explosé sous la foudre, à partir de la foudre. Donc le mot craché est un peu impropre. Craché, ça veut dire qu'il s'écrase au sol. Là, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt explosé et incendié en même temps. Et bien voilà, tu viens de résumer la chose, c'est qu'avec toi, on va apprendre plein de choses justement sur cet événement. 1923, il y a eu beaucoup de morts ce jour-là, et on va voir pourquoi ce ballon dirigeable était chez nous. Et puis c'est plein d'aventures qu'on découvre aussi dans cette épopée, dans ton ouvrage justement qui vient de paraître chez Publilivre tout simplement. On aura avec nous différentes personnes aussi. On a Sandra Marico qui est en direct avec nous, qui va nous donner un petit biscuit. J'aime bien le mot, avec quelques petits conseils sur les shampoings et des astuces de shampoing qu'on peut utiliser de manière totalement écolo. Bonjour Sandra. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Effectivement, on fera un bref passage écolo ensemble. Et on verra que c'est en lien tout à l'heure avec un invité qu'on recevra demain dans l'émission. Et pour m'accompagner tout au long de la semaine, j'ai mon équipe avec Frédéric Casanova qui m'accompagne. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Oui, très très bien. N'hésite pas à réagir. J'attends avec impatience de faire mon petit shampoing à la cendre de cheminée tout à l'heure. Et je suis sûr que tu peux en faire quelque chose avec ta cendre de cheminée. Et puis avec nous aussi Marianne Allais qui est là, chroniqueuse auto et sport mécanique. Et toi, c'est vraiment un événement fort, c'est-à-dire que le 21 janvier dernier, Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant, est décédé. Et ça va être l'occasion pour toi de nous faire redécouvrir ce monsieur. Et peut-être redécouvrir aussi Michel Vaillant et ses BD? Oui, tout à fait. Voilà, parler un peu du phénomène Michel Vaillant, rendre un hommage et continuer justement à faire vivre cette magie et cette passion autour du sport automobile. C'est assez marrant parce que tu nous as amené même des anciennes collections de Michel Vaillant qui sont dédicacées, etc., que tu as avec toi et tout. Tu t'es bien débrouillée, tu es une fan en plus. Une femme fan. Fan, voilà, tout à fait. Fan. Depuis toute petite. On va dire que c'est ça qui m'a vraiment amenée dans le sport automobile via mon papa, donc voilà. Eh bien, décidément, voilà, une passionnée de sport automobile, un passionné de droit, un passionné d'histoire, Yves Stalloni qui est avec nous. Parce que Yves Stalloni, toi, justement, tu écris régulièrement des ouvrages sur des personnalités, des événements locaux. Je pense à Marius, à Tamaris Pacha, etc., qui étaient là, justement, aussi. On t'avait écrit un ouvrage. Et pas seulement, tu écris régulièrement des ouvrages. Je pense à monsieur aussi, pareil, au Théâtre Galie aussi, au Chanoine Galie, etc., etc. Et là, tu t'arrêtes sur un événement fort du territoire, l'épopée tragique du Dixmude et de son commandant, ce ballon dirigeable qui a explosé en vol en 1923. Et on en parle encore aujourd'hui. Il y a un monument aussi dans la ville de Pierrefeu qui est au cœur de tout ça. En quoi c'est un événement fort et important? Alors c'est un événement fort et important parce que c'était une promesse et une promesse avortée. La promesse du dirigeable qui était porteur de beaucoup d'espoir et qui pouvait être une alternative à l'aviation qui commençait à se développer. Et puis c'est une promesse qui a avorté parce que cet accident qui est dû à une calamité naturelle, cet accident a fait en sorte que le projet à lui-même était stoppé. Peu de temps après, on a arrêté les grands dirigeables. Je dis les grands dirigeables parce que les petits ont continué. Les grands dirigeables, celui-ci fait 226 mètres, donc c'est quelque chose de très considérable. Et le projet, voilà, on voit une image ici dans un des deux hangars sur le site de Cuers-Pierrefeu. Ces gros dirigeables ont été arrêtés, même s'il y a eu encore des suites. Et si aujourd'hui, et ça c'est assez amusant, aujourd'hui on revient peut-être à cette technique avec des progrès en améliorant un certain nombre de choses. Et nous avons parlé d'écologie, nous avons là peut-être un moyen de procéder à des voyages longs avec des moyens très économiques. Moyens économiques, par contre, comme tu disais, cet événement tragique va finalement arrêter cette épopée vers le dirigeable. Ce dirigeable, ce n'était pas un dirigeable français.
Alors, à l'origine, il s'agit d'une prise de guerre qui a été récupérée à la fin de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, en 1918. C'est l'entreprise Zeppelin, Zeppelin du nom du créateur, un comte qui vivait en Allemagne du Sud, sur les bords du lac de Constance. Je suis allé voir, l'usine existe toujours, les Zeppelin continuent à fabriquer. Et Zeppelin a fabriqué un certain nombre de dirigeables qui ont eu une image très négative sur nos grands-parents ou arrière-grands-parents, puisque ces ballons, ces longues fusées, ces longs cigares, comme on les appelait de toute façon, sont venus bombarder les zones de combat, mais éventuellement, ils ont bombardé aussi les villes. Des villes de France. Paris a été survolé par le Zeppelin, et cela a provoqué une espèce de frayeur. Il y a eu tout un mythe du Zeppelin. Alors, au moment de la fin de la guerre et au moment de la victoire des Alliés, les dommages de guerre, parmi les dommages de guerre, il y a eu la récupération d'un certain nombre de ces dirigeables, une bonne douzaine qui ont été distribués entre la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, et chaque pays les a utilisés à sa manière. Et le commandant Jean Duplessis de Gronédan, qui est le héros de cette aventure, puisque c'est une aventure que j'ai voulu centrer autour d'un personnage et présenter de manière romanesque, ce personnage, le voilà, Jean Duplessis, a été chargé d'aller récupérer dans le pays même, et sur les bords du lac de Constance, à Ludwigshafen, a été récupéré le dirigeable avec un petit équipage. Ils l'ont ramené en France, d'abord à Maubeuge, dans le nord de la France, où il a été l'objet d'un certain nombre de mises au point et de réparations, dans des conditions assez difficiles, parce qu'il n'avait pas le mode d'emploi, et c'était une première. Et puis de Maubeuge, il a fait la traversée de la France. Ça a été une épopée assez inouïe, la traversée de la France, pour venir jusqu'à Pierrefeu, où les hangars n'étaient pas encore construits. Dans un premier temps, donc, et comme il ne pouvait pas se poser, il a été dégonflé. Les hangars ont été construits, des hangars énormes dont il y a encore les traces. Les hangars ont été détruits à la fin des années 70, mais il y a encore les traces au sol sur la base, et on peut les découvrir si on ce genre de Plessis dont tu parles, notamment, c'est-à-dire que ce personnage aussi, c'est toute une épopée personnelle aussi, sentimentale, etc., qui l'amène à prendre ce commandement-là. Il n'arrive pas non plus là par hasard. Il n'est pas tu parlais tout à l'heure de mes précédents héros, l'abbé Gali, qui n'était pas barrois lui aussi, mais surtout Marius Michel Pacha. Lui n'est pas barrois, il est breton, et il va faire carrière dans la marine nationale. Officier de la Royale. Oui, voilà. Il ne s'épanouit pas, et puis il a la découverte, une découverte un peu fortuite, de cette aspiration que représentent les ballons. Mais les ballons qui sont pratiqués en France sont surtout des ballons souples, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'armature rigide. Et en revanche, la technique de Zeppelin, de cet Allemand, cet ingénieur allemand qui a mis au point, est une technique de semi-rigide ou surtout de rigide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on voit bien sur cette image, à l'intérieur, il y a une structure métallique qui maintient le ballon et qui lui permet d'avoir des performances bien supérieures, de pouvoir faire des voyages longs, durables, et de pouvoir accueillir un équipage, et dans un futur qui était programmé, de pouvoir accueillir des passagers civils en vue de promenades, comme ça pourrait se faire, ou comme ça peut se faire aussi dans des découvertes aériennes. Yves, justement, tu disais ce mot écolo. On va faire une petite pause justement pour aller dans le mot écologie, justement, de cette technique qui est assez écologique. Et on va aller avec Sandra Maréco. Demain, on recevra Julie Meunier à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Et on verra avec Julie Meunier qu'elle a créé une jolie marque qui s'appelle Les Frangines, où elle travaille sur des postiches, des perruques, de la chevelure, justement, pour les personnes atteintes d'alopécie, et notamment aussi les garçons, des
bonnets, etc. Mais tout ça, c'est raconté dans un de ses ouvrages, À mes sœurs de combat. L'occasion, par ton biais, justement, Sandra, de faire une petite introduction à cette thématique de demain. Toi, tu as une vraie casquette zéro déchet, puisque tu es formatrice dans ce domaine, et tu as donné des pistes, finalement, sur les différents shampoings écolos. C'est ça. Aujourd'hui, on part dans la salle de bain. Donc, je vais épargner Frédéric avec la cendre, mais on va partir du côté des pois chiches. Donc, avec les pois chiches, avec la farine de pois chiches, on peut se faire des shampoings en poudre, donc farine de pois chiches avec du rassoul, avec du chicacao. On peut vraiment se faire des shampoings à base de poudre naturelle. On peut également passer par des shampoings solides, comme ce shampoing-là. Donc, shampoing solide ou un savon de Marseille ou d'Alep. Donc, ce sont des savons que l'on trouve en vrac et qui sont toujours naturels, qui fonctionnent très bien, effectivement, pour nos cheveux, mais également pour les postiches des frangines. Donc, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi le shampoing sec. Le shampoing sec, donc, qu'on met sur les cheveux secs. Pour enlever tout le gras qu'on peut avoir dans le cuir chevelu quand on n'a pas le temps de se faire un lavage de tête complet. Ouais. Il y a plein de solutions écologiques. Et puis même pareil, il y a le basique. Finalement, moi, je me souviens de ma grand-mère qui me parlait du shampoing aux œufs aussi, simplement. Hein. Tout à fait. Ça peut être très bien l'œuf intégral ou simplement le jaune d'œuf selon la nature des cheveux. Et avec le blanc d'œuf, on peut se faire donc un masque avant shampoing pour alléger les cheveux. Tu vois, moi, au niveau de mes cheveux, ça fait 20 mois que je n'ai pas lavé mes cheveux. Ils n'ont pas passé par aucun shampoing, en fait. Ni shampoing sec, ni shampoing industriel, sauf une fois chez la coiffeuse. Mais, non, mais en disant ça, ce n'est pas sale du tout. C'est-à-dire qu'ils sont nettoyés, mais différemment de les habitudes qu'on a prises. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les shampoings qu'on a du commerce, qu'ils soient bio ou pas, les shampoings sont quand même assez lourds pour le cuir chevelu. Il étouffe le cuir chevelu. Et donc là, en fait, les cheveux reprennent une texture saine, propre. Ils s'auto-nettoient, si je puis dire. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je fais des rinçages avec du vinaigre de pomme maison. Mais autrement, comme on a dit, voilà, les poudres, ceux qui n'ont pas encore, voilà, sont pas encore prêts à passer au Nopo, il y a pas mal de poudres qui sont à disposition, dont le pois chiche qu'on trouve en France, et les shampoings solides. Après, tu as un site internet, la terre de nos enfants.fr, où justement pour trouver pas mal d'infos, aussi un Facebook qui est la même chose, c'est la terre de nos enfants, et où régulièrement en plus tu fais des tas de formations, d'ateliers et autres, etc. Et je crois que tu as quelque chose de prévu en plus dans quelques jours, non ? C'est ça, on est en train de lancer une nouvelle formule. On prévoit un petit peu le confinement, malheureusement. On est quatre motivés, 4 passionnés de bien-être, et on va lancer une formule en ligne visio avec une fois par semaine un atelier, donc une fois zéro déchet, une fois on va être sur du pilates, gym douce, une fois sur du yoga, méditation, et la semaine d'après on sera sur tout ce qui est naturo, aromathérapie, etc. Donc vraiment, et sur plusieurs mois jusqu'à cet été. Bah parfait, je te remercie. Le confinement s'arrêtera avant. Je te remercie de cette petite parenthèse qu'on a eue. Et puis on revient juste quelques instants avec Yves Stalloni avant de passer à la chronique de Marianne. Yves, jusqu'aux étoiles, l'épopée tragique du Dixmude et de son commandant. Une petite question courte avant de faire Marianne. Les éditions Publi-Livre, tu as travaillé combien de temps pour arriver à répertorier toutes ces infos, parce que c'est énorme tout ce qu'on arrive à retrouver comme info à l'intérieur de ce livre. Oui, la documentation est importante, une documentation de première main, et il y a même une documentation familiale, puisque dans le crash final dont tu as parlé, il y avait un parent proche de mon épouse, c'était son oncle, qui était lui-même équipier, qui faisait partie de l'équipage. Donc il y a un travail de recherche, mais le travail de recherche, il se fait avec maintenant les moyens modernes, et donc c'est assez facile. J'ai eu des correspondances avec des descendants, avec des parents, j'ai eu des éléments d'une association qui est à Pierrefeu, et qui est les associations des Amis du Dixmude, dont le président est très actif et qui a souligné, voilà, on voit le monument ici à Pierrefeu. Donc tout cela a pris quelques semaines, quelques mois, et puis après il y a le travail d'écriture, mais bon, ça fait partie des choses. Voilà, nous avons à l'écran là les 50 membres de l'équipage qui évidemment ont tous péri
dans l'accident, aucun survivant, et seulement 2 corps ont été récupérés, dont précisément celui du commandant Jean Duplessis. Il y a une rue à Toulon qui porte son nom, vers Saint-Jean-du-Var, je crois. Peu de gens le connaissent et peu de gens savent exactement à quoi correspond le nom de la rue. Et un autre corps qui a été largement mutilé, qui a été retrouvé quelques mois plus tard. En tout cas, c'est tout ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est-à-dire que toutes ces recherches amènent à une aventure incroyable, qu'elle soit humaine, qu'elle soit historique, avec toutes ces références. On y trouve pas mal de choses et on y revient dans quelques instants. J'aimerais qu'on parle aussi de Michel Vaillant, qui est... on parle de Michel Vaillant au cœur, de 2 actus fortes, c'est-à-dire malheureusement le décès le 21 janvier dernier de Jean Graton, et aussi de la sortie de la nouvelle BD de Michel Vaillant. De la nouvelle BD, justement, donc Duel, où là, on n'est pas en circuit, mais on bascule totalement dans le WRC. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Graton était un scénariste dessinateur et c'est lui qui a vraiment créé Michel Vaillant, ce héros. Mais c'est pas l'histoire que d'un héros, c'est aussi l'histoire en fait d'une famille et c'est ça moi qui m'a captivée quand j'étais petite, c'est qu'on arrivait à découvrir le monde du sport automobile, mais voir toute une famille unie qui se lançait dans la course automobile. Il faut savoir que c'est plus de 70 albums qui ont été créés. Donc, il y en a des numéros, il y en a des histoires. Plus de 200 variantes différentes. Donc 200 Vaillantes, c'est-à-dire 200 voitures différentes. La Vaillante, c'est la voiture. La Vaillante, c'est la voiture. Ils ont fait 200 voitures différentes à travers tous les numéros. Donc c'est du rallye, ça peut être du proto, de la F1, on est sur de la monoplace, on est sur de la GT, on est sur du circuit. Donc c'est vraiment des histoires passionnantes. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 millions d'albums vendus. Donc j'en ai un dans mes mains. Oui, tout à fait, 13 jours. Voilà, le retour par rapport à la F1. Toi, t'en as un aussi avec toi. Ça, c'était Rébellion. Donc quand ils sont revenus justement aux 24 heures du Mans. Donc moi, pour ce numéro, j'étais présente au sein du team. Voilà, donc ils sont passés de la fiction à la réalité et voir justement de LMP2, donc de Le Mans Prototype 2, donc c'est le nom de la voiture au sein de l'écurie suisse Rébellion, être au cœur, l'euphorie qu'il y avait, la cohésion d'équipe. Enfin voilà, moi qui ai vraiment vécu cette course, les 24 heures du Mans, déjà que c'est une course mythique, mais quand on est fan de Michel Vaillant et pouvoir voir justement des héros, puisqu'en plus ils ont gagné leur catégorie sur les 24 heures du Mans et ont gagné le championnat dans leur catégorie. Donc c'était vraiment une année magique pour transmettre aux plus jeunes, de dire il y a la BD, ok, mais on est passé à la réalité. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, cette série Duel, on n'est plus du tout sur les mêmes... Duel, on est sur quoi maintenant? Est-ce que c'est les mêmes dessinateurs? Non. Ah non, tout à fait. Voilà, il y a eu un changement qui s'est fait donc en 2012 auprès de Philippe Graton, justement, donc son fils, ils ont pris une nouvelle équipe. Donc on a des nouveaux dessinateurs, on a Jean-Louis qui est aussi arrivé, donc qui est en charge du tout le développement de la marque, donc savoir les événements. Et justement, ils ont créé, et ça c'est très important parce qu'ils font énormément d'expositions, c'est-à-dire qu'il y a les BD, mais quand on est fan, pourquoi pas avoir un tableau chez soi ou dans son bureau. Et c'est vrai que les BD, au sens général du terme, je pense à Corto Maltese ou d'autres, etc., ou même les Tintins et autres. Oui, tout à fait, voilà. Toutes ces choses-là peuvent rentrer dans l'intérieur. Toi, tu as des schtroumpfs à la maison, tu as une collection de schtroumpfs, je crois. Et tu avais promis de ne pas le dire à l'antenne, mais je te remercie. Voilà. Comment décrédibiliser un avocat? Oui, j'ai des schtroumpfs à la maison, merci. Non, évidemment, je plaisante. Mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'ils ont créé donc, les art strips et font énormément d'expositions à travers la France et l'Europe. Donc un art strip, ce qu'il faut savoir, c'est une adaptation de dessin donc, de Jean Graton. Donc, depuis les planches originales. Donc on va choisir en fait une image, un carré. Ça peut être du Julie Wood, ça peut être Michel Vaillant. Et c'est super sympa de pouvoir avoir une scène dedans. Donc là, c'était lors de Rétromobile, justement, donc, où ils ont lancé leur box. Donc vous voyez, on a plusieurs petites images qu'on peut afficher comme bon nous semble dans notre maison, dans notre bureau. Et lors de cette exposition donc, qui était Rétromobile à Paris l'an dernier... C'est sur la photo, là, je crois, Oui, non? je suis sur la photo, j'ai eu l'occasion... Le costume bleu ou l'autre personne, je sais plus. Non, à l'intérieur. Voilà, le monsieur qu'on voit, c'est Jean-Louis, c'est lui qui est en charge donc du développement et qui crée un petit peu tout ça. Là, j'étais donc dans une Crossley F90. C'est justement la voiture qu'ils ont créée avec Crossley et une école de jeunes passionnés, donc qui est la Classic Racing School, qui est située à Charade. C'est la première école. Charade, qui est pas très loin de Clermont-Ferrand. Pas très loin de Clermont-Ferrand, voilà. C'est la première école où l'on peut piloter des voitures historiques. Donc, on peut piloter une voiture Vaillante. Il y a 13 exemplaires au monde, donc on peut même
en acheter une si bon nous semble. Donc j'espère justement un jour pouvoir découvrir et piloter cette voiture. Ça aurait dû se faire justement l'an dernier, mais avec la crise sanitaire, je n'ai pas pu prendre le volant, mais j'ai hâte de pouvoir piloter une Vaillante. Et si on aime comme toi les sports mécaniques, on peut retrouver aussi le film qui est sorti il y a peu de temps, celui de Luc Besson. Tout à fait, il y a le film qui était sorti donc en 2003, donc avec énormément d'effets spéciaux. Moi qui est dans le monde de la course automobile, je n'ai encore pas vu d'hélicoptère venir payer à la pompe à essence, par exemple. Mais c'est un très beau film, oui, justement avec une femme qui a été mise en avant, avec Diane Kruger. Donc forcément, oui, que j'ai vu, on va dire, 10, 20, 30 fois, donc que je connais par cœur. Mais c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'adaptations. Voilà, il y a les BD, il y a eu la série télé, il y a eu le film, il y a les art strips, il y a les voitures. Donc là, j'espère un jour pouvoir. C'est un vrai marché, tout ça. Alors, j'irai pas jusque-là sur un marché. C'est vraiment, je trouve, moi, donc déjà un hommage pour le coup, pour continuer à faire vivre la magie de Jean Graton, parce qu'il s'est quand même battu. Au début, il n'était pas destiné du tout à ça, puisqu'il avait un CAP d'ajusteur, donc il n'était pas du tout là-dedans. Mais c'était son rêve de venir dans la BD, dans le dessin. Il s'est battu et aujourd'hui, il faut continuer à faire vivre cette magie. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est aussi bien pour les petits que pour les grands de pouvoir découvrir ce monde du sport automobile. Et puis, bien sûr, il y a Duel. Donc voilà, moi, Duel, j'ai énormément aimé cet album. Donc orienté WRC, avec des noms qu'on connaît, Sébastien Ogier, qui justement vient de gagner le rallye Monte-Carlo, Otanak. Et on a Daniel Farid, qui sera le coéquipier de Michel Vaillant. Et vous verrez, ça se passe pas toujours bien. Donc voilà, à découvrir. Bon, merci beaucoup, Marianne. Et puis, on va retrouver Yves Stalloni tout de suite jusqu'aux étoiles. Est-ce que tu avais une question à poser? Parce que tout à l'heure, tu voulais en poser une et puis je t'ai un peu coupé la chic, Frédéric. Non, moi, Yves Stalloni pour Jusqu'aux étoiles, l'épopée tragique du Dixmude et de son commandant. Un ouvrage qui est tout simplement Publi-Livre édition. Non, moi, je voulais demander à Yves, en fait, ce type de dirigeable, on pouvait accueillir combien, finalement, de passagers à l'intérieur? Parce qu'on dit que c'est un moyen d'avenir. Maintenant, c'est vrai, on le voit pour éventuellement, pour cause d'écologie, revéhiculer des touristes. Mais combien on peut véhiculer de personnes à l'intérieur d'un dirigeable de la sorte? Un peu agrandi. Dans la première version, c'était une trentaine au maximum. Et puis, la technique s'est un peu améliorée. Et on est arrivé jusqu'à 50. Et le jour de l'accident, qui était un voyage de reconnaissance, qui était simplement un essai, il y avait d'ailleurs quelques civils à bord qui étaient venus pour essayer. Il y avait un journaliste, il y avait des gens qui étaient simplement des passagers occasionnels. Et donc, on arrivait à peu près 50 et on avait rajouté une deuxième nacelle, parce qu'évidemment, c'est dans la nacelle que, c'est pas à l'intérieur du cigare que se situent les passagers, même si on y accède, mais il y avait une nacelle, et dans la nacelle, il y avait une deuxième nacelle, une première nacelle technique, une deuxième nacelle pour les voyageurs, avec un salon, avec les conditions étaient très bonnes. La vitesse de croisière était d'environ 120-130 km/h, donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec un avion. On est dans des conditions qui sont des conditions plus agréables, plus douces, qui permettent, on vole à environ 2000 mètres d'altitude, 1500 à 2000 mètres d'altitude. Le jour de son accident, il était environ à 1000 mètres. Donc on a une très belle vue, à condition que le ciel soit dégagé. On a une très belle vue. Donc tout ça, c'est intéressant. Et je ne veux pas hypothéquer l'avenir, mais je pense qu'il y aura quelque chose qui sera fait dans ce sens dans les années futures, avec des conditions de sécurité améliorées par rapport à ces pionniers qui se sont développés dans le premier tiers du XXe siècle. Cet ouvrage, donc Publi-Livre, je rappelle quand même que cet ouvrage, c'est vraiment un récit complètement haletant. On n'est pas forcément uniquement que dans l'historique. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à de la fiction. On est quand même vraiment dans une histoire qu'on suit comme une belle aventure aussi. Voilà. À propos de Michel Vaillant, Marianne disait tout à l'heure... En parlant de Michel Vaillant, il y avait un site internet que tu as oublié de mentionner, je crois, Marianne. Tout à fait, j'ai oublié de dire que voilà, si les personnes veulent découvrir ces BD, tout ce qui se passe, les art strips, et ainsi que les voitures, et rentrer dans ce monde, c'est michelvaillant.com. Voilà, vous avez toutes les infos. Et tu disais, Yves, justement... Oui, alors je disais que Marianne nous a parlé du passage de la fiction à la réalité. Eh bien, moi, j'ai procédé à l'envers. Je suis parti de la réalité jusqu'à la fiction, parce que c'est vrai que j'ai préféré le récit narratif, j'ai préféré une histoire autour d'un homme et autour d'une famille.
Nous avons des éléments, nous avons des documents, nous avons des éléments qui nous permettent de reconstituer. Par exemple, quand il est venu travailler sur la base, il avait un logement à Toulon, dans le quartier Sainte-Marguerite, et là, il voyageait depuis Toulon jusqu'à Cuers à bicyclette, parce que il n'avait pas le temps de faire du sport, c'était une manière de rester actif. Et il y a ces petites rencontres, ces aventures. Il y a autour de lui un ami qui est un ami très proche et très différent. Les amis parfois ne nous ressemblent pas, mais ils sont des amis très profonds. Et cet ami... Yves, je souriais hors antenne parce que c'est vrai que tu es hyper passionnant, tu pars tout de suite au quart de tour, c'est-à-dire que tu es... Voilà. Et cet ouvrage Jusqu'aux étoiles, l'épopée tragique du Dixmude et dont ce commandant chez Publilivre. Un grand merci à toi d'avoir été avec nous. Merci Fred. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Merci à toi Yves. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure puisque tu en as toujours une nouvelle sous le coude. C'est quoi la prochaine que tu vas faire paraître? En un mot. Je voudrais pas le dire, mais le personnage a vécu ailleurs. Ok, parfait. On n'en sera pas plus, c'est très bien. Merci à toi. De chercher. À très bientôt et merci aussi à Sandra Marico qui était avec nous de la Terre de nos enfants. À très vite, gros bisous. Au revoir.